20 parachutistes enthousiastes montent à bord d'un avion bombardier de la Seconde Guerre mondiale pour un saut en altitude offert. Ils sont loin de se douter que cela va se transformer en la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du parachutisme de loisirs. Alors que l'avion prend de l'altitude, il se prépare pour le saut exaltant, mais la météo se dégrade et une épaisse couche de nuages engloutit le ciel. Malgré la règle d'or du parachutisme, ne sautez pas si vous ne voyez pas la cible. Les amateurs de sensations fortes sautent dans le vide et 16 d'entre eux trouvent la mort dans les eaux froides du lac Erie, dans l'Ohio. Le 28 août 1967, un groupe d'environ 30 passionnés se rend à l'aéroport d'Ortner, dans l'Ohio, pour un vol gratuit. C'était une occasion rare de sauter d'un avion de guerre modifié à une altitude de 21 000 pieds. Ce sport est relativement nouveau et les passionnés saisissent chaque occasion d'ajouter un saut en haute altitude à leur palmarès. Mais le bombardier B-25 Mitchell de taille moyenne, personnalisé, offrait un nombre de places limité. En conséquence, le pilote a décidé de n'accorder des places qu'aux parachutistes les plus expérimentés. Cela signifiait qu'environ 10 parachutistes ont été refoulés. Ils n'en avaient aucune idée à l'époque, mais la décision du pilote allait finalement leur sauver la vie. L'événement a d'abord été reporté en raison de l'épaisse couverture nuageuse le matin, mais l'avion a finalement décollé en fin d'après-midi, transportant 20 parachutistes sportifs. Le plan était que 18 d'entre eux sautent à 20 000 pieds au-dessus de l'aérodrome d'Ortner, tandis que les deux autres sauteraient à 30 000 pieds. Alors que l'avion bouclait au-dessus de l'aérodrome, les choses allaient se passer très différemment. En raison de l'épaisse couverture nuageuse, le pilote a dû s'appuyer sur le contrôle aérien de Cleveland pour confirmer sa position et recevoir des instructions. Peu de temps après le décollage, un Cessna 180 monomoteur a quitté le même aéroport. Le pilote avait prévu d'observer l'événement depuis le sol, mais il a changé d'avis lorsqu'il a rencontré un passionné qui devait initialement rejoindre les parachutistes. Ensemble, ils ont décidé de prendre des photos depuis une altitude d'environ 12 000 pieds. L'avion des parachutistes a décollé à 15 heures. Ils ont entamé une lente et difficile ascension circulaire d'1 heure pour atteindre les 23 000 pieds prévus. À cette altitude, les températures étaient comprises entre 20 et 30 degrés Fahrenheit en dessous de zéro. Comme l'avion n'avait ni isolation ni chauffage, de nombreux parachutistes portaient plusieurs couches de vêtements isolants par-dessus leur combinaison. C'était un détail important qui allait s'avérer dévastateur par la suite. Pendant l'ascension du B-25, le pilote s'est dirigé vers la balise radio de Cleveland pour obtenir une position de navigation précise sur l'aérodrome d'Ortner et se rendre vers la zone de largage. Dans les années 60, le GPS n'était pas encore disponible et les pilotes se fiaient aux signaux radio à très haute fréquence pour s'orienter. Selon les documents judiciaires relatifs à l'incident, les deux avions ont contacté le contrôle du trafic aérien à 2 minutes d'intervalle, signalant leur position au-dessus ou à proximité de la balise radio de Cleveland. Le pilote du B-25 a été le premier à appeler et a reçu un cap de la part du contrôleur radar, qui était censé le placer à 6 miles de la zone de saut désignée, à l'aérodrome d'Ortner. Cependant, le Cessna, volant à 12 000 pieds en direction de la balise de Cleveland, n'avait aucun visuel sur le B-25 et a contacté le contrôle du trafic pour vérifier sa position par rapport à celui-ci. Le contrôle du trafic aérien ne pouvait repérer qu'une seule cible dans la zone et a informé le Cessna qu'il se trouvait probablement à environ 6 miles derrière le B-25. En réalité, la situation était tout à fait différente. À l'insu de tous à ce moment-là, le contrôleur aérien avait pris par erreur le Cessna pour le B-25 sur le radar, confondant ainsi la position du bombardier. En réalité, le B-25 survolait le lac Erie, à environ 12 à 13 miles de la zone de largage prévue, tandis que le pilote pensait qu'il n'était qu'à 3 miles et commençait à se préparer pour le largage. Les 18 premiers parachutistes prévoyaient d'effectuer des manœuvres en chute libre très proches les uns des autres, ce qui exigeait qu'ils sautent presque simultanément pour maintenir une séparation minimale. Le pilote a donné le signal au chef de saut et tous les parachutistes étaient hors de l'avion en moins de 30 secondes, commençant leur manœuvre de vol relatif prévue. Cependant, ils ont aussitôt noté la couverture nuageuse totale sous eux. La lumière limitée et la nature semi-fermée de la soute à bombe où ils étaient assis avait rendu difficile pour eux de voir les conditions en dessous.
Leur plan était de continuer à tomber en chute libre jusqu'à environ 2500 pieds, moment auquel ils déploierent leurs parachutes ou voiles au-dessus de l'aérodrome d'Ortner. Les parachutistes ignorèrent ce qui se trouvait sous les nuages. Le Cessna a tenté de les localiser après que les 18 premiers parachutistes aient sauté, pensant que le bombardier se trouvait dans la même zone, mais ni le bombardier ni les parachutistes n'étaient en là. Ils sont restés en chute libre en descendant à travers la couche de nuages, émergeant à environ 1200 mètres d'altitude. Ce n'est qu'à ce moment-là que les parachutistes ont fait la découverte alarmante qu'ils se trouvaient à environ 6 km au large et n'étaient pas du tout près de l'aérodrome. Leurs décisions dans les secondes suivantes allèrent finalement déterminer s'ils allaient en vivre ou mourir. Il ne leur restait plus que 3 minutes et demie pour se préparer à l'impact et commencer une lutte pour leur survie. Tout autour d'eux, les parachutistes commencèrent à enlever leurs bottes, leurs vêtements lourds et tout ce qui ne flotterait pas alors qu'ils se préparaient à toucher l'eau. Des témoins au sol virent des voiles aux couleurs vives s'ouvrir à différents intervalles dans le ciel, les parachutistes plongeant dans l'eau, les uns après les autres, en ligne droite, comme si tout cela avait été minutieusement planifié, avec un sentiment d'urgence. Un membre des gardes-côtes, alors hors service, présent sur la plage, a assisté à la scène bouleversante et a aussitôt organisé les opérations de sauvetage avec les bateaux proches. Les conditions en mer étaient traîtresses avec des vagues atteignant jusqu'à 1,20 m, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. Pendant ce temps, bien plus haut, le B-25 poursuivait son ascension en cercle, totalement inconscient du chaos qui se déroulait en contrebas. La demande de l'équipage de monter à 9000 mètres l'altitude à partir de laquelle les 2 derniers parachutistes devaient en sauter a d'abord été refusée. Mais sans se laisser décourager, le pilote a redirigé l'avion vers la station de radio de Cleveland. Après avoir tracé une nouvelle trajectoire, les 2 parachutistes restants ont sauté avec succès au-dessus de la zone de largage prévue à l'aérodrome. 20 minutes après le premier largage, le B-25 est descendu et a atterri, sans se douter que les 18 parachutistes étaient vent pris dans une bataille monumentale pour leur survie. Pendant ce temps, les parachutistes Bernard Johnson et Robert Coy luttaient frénétiquement pour se débarrasser de leur équipement lourd avant de toucher l'eau. Ils tentaient désespérément de rester à la surface, mais leur équipement restant menaçait de les entraîner sous l'eau. L'espoir disparaissait tandis qu'ils dérivaient, jusqu'à l'apparition d'un bateau de pêche privé au loin. Il se dirigea droit vers eux, et les 2 hommes furent hissés à bord juste à temps. Ils étaient les seuls survivants. Bien qu'ils aient été soulagés d'être secourus, les 2 hommes restés en mer face à la tragédie ayant frappé leurs compagnons parachutistes. Selon l'un des hommes, il aperçut un navire à proximité avec une grande antenne radio alors qu'il luttait pour rester à flot. Il a vu un homme sur le pont le regarder directement, mais malgré ses appels à l'aide, le bateau a continué sa route sans s'arrêter, à moins de 20 mètres de lui. À ce jour, personne ne sait qui était cet inconnu peu serviable, mais beaucoup pensent qu'il aurait pu être impliqué dans des affaires louches et qu'il ne voulait pas se mêler au sauvetage, même s'il avait aidé un seul sauteur ou appelé à l'aide par radio. Les 2 survivants pensaient que le bateau de pêche aurait pu atteindre plus de personnes avant qu'il ne soit trop tard. Des voilures abandonnées, des combinaisons, des harnais et des casques flottaient sur les vagues sans aucun signe de leur propriétaire. Au début, les équipes n'ont récupéré que 2 corps sans vie, mais la véritable ampleur de la catastrophe restait à découvrir. Dans les jours qui ont suivi, le lac a révélé le sort des autres parachutistes, puisque les corps de 16 parachutistes ont finalement été repêchés de ces profondeurs impitoyables. 1 mois plus tard, le Bureau national de la sécurité des transports a jugé le pilote du B-25 et le contrôleur de la FAA responsables de l'accident. Les parachutistes ont également été jugés partiellement responsables en raison de leur expérience. Le certificat du pilote a été suspendu indéfiniment. Et en 1972, la FAA a été jugée responsable de la mort de 16 parachutistes dans le cadre d'une action en responsabilité après leur décès. Après cet événement tragique, le Parachute Club of America a modifié ses règles, interdisant les sauts dans un rayon de 80 km de tout plan d'eau, à moins que l'équipement de survie ne soit porté. À ce jour, la tragédie du lac Erie reste l'accident de parachutisme le plus meurtrier. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de laisser un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.